Bonjour à toutes celles et ceux qui nous rejoignent et merci à tous ceux qui sont déjà avec nous depuis le début de la matinée. Donc on se rejoint en cette fin de matinée pour parler secret du succès sur les marketplaces. Donc pour aborder ce sujet, je suis ravie d'accueillir Julien, Andy et Maë. Bonjour à tous les trois et bienvenue. Bonjour. Bonjour. Merci. Alors, juste avant de vous laisser la parole, vous qui nous regardez, n'hésitez pas dans le chat à vous présenter, nous dire qui vous êtes, quelle entreprise vous représentez, et vous pouvez également poser vos questions à nos trois intervenants et réagir également à tout ce qui va être dit. Voilà, donc moi, j'ai plus qu'à vous laisser la parole et d'en apprendre plus, du coup, sur les marketplaces. C'est noté. Merci Audrey. Bonjour à tous, bonjour tout le monde. Bienvenue et merci d'être là. Donc aujourd'hui, on va se retrouver pour globalement 40 minutes pour parler retail média, donc l'ensemble de la publicité sur les marketplaces. On a réuni des questions qui nous ont été posées par des marchands depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et on a fait une sélection sur les questions les plus fréquentes qu'on a eues. Donc Julien et Andy, je vous laisse vous présenter. Andy, je t'en prie. Oui, alors pour ma part, je suis consultant acquisition e-commerce chez Steerfox depuis 3 ans. Et donc, je travaille sur différentes problématiques clients e-commerce, à la fois sur du social ads, sur du Google et également sur les marketplaces. Et donc, je suis Julien, je suis Head of Acquisition en e-commerce chez Steerfox. Mon périmètre, c'est tout ce qui est le SEA, SMA et bien sûr le retail média désormais. Donc, j'accompagne nos consultants sur des problématiques à la fois de stratégie et aussi opérationnelles. Et pour rejoindre un petit peu le point de la stratégie retail média, on l'adresse à la fois de façon singulière avec ses spécificités et aussi dans le cadre d'un mix d'acquisition de plus en plus global. Ok, merci Julien. Et donc moi, je suis Maë, je suis responsable marketing chez Steerfox. Pour ceux qui ont déjà vu des webinaires avec e-commerce Nation, c'est sûrement pas la première fois qu'on se voit. On s'est déjà vu sur d'autres sujets, notamment Performance Max l'an dernier pour l'expérience aussi. Et cette année, ça sera pour le retail média. Donc on va commencer par vous présenter en quelques mots notre solution. Donc Steerfox a été pensé et créé dans l'objectif de faciliter l'acquisition marketing de tous les acteurs du e-commerce, et ceux notamment qui ont des ambitions fortes de croissance. Pour cela, on va mettre à disposition une solution qui va être amenée à révéler et exploiter le potentiel de chaque produit qu'il y a dans le catalogue du marchand. Cette solution, elle repose sur 2 piliers. Le premier pilier, c'est la technologie. Pourquoi ? Parce qu'on a créé, développé la seule plateforme en Europe qui permet de détecter et maximiser le potentiel de vente de chacun des produits en catalogue. Et l'autre pilier, c'est l'expertise humaine. Pourquoi ? Parce que, comme vous avez pu le voir avec Andy et Julien qui se sont présentés, on a une équipe de 30 consultants en acquisition e-commerce qui accompagnent les retailers et les pure players dans leur stratégie de croissance, e-commerce bien sûr, et dans le pilotage de leur campagne retail média, SEA et SMA. Donc notre objectif, pour le résumer, c'est vraiment de maximiser, on va chercher à maximiser chaque euro qui est investi de votre budget média sur l'ensemble des plateformes, que ce soit Google Ads, Bing, Meta, Pinterest, TikTok et les marketplaces. On va faire un zoom évidemment sur les marketplaces parce que c'est le sujet principal du webinaire. On a une croissance vraiment exponentielle du côté de la demande et parallèlement, on a une offre qui ne cesse de faire évoluer ses plateformes et son fonctionnement, donc qui ne cesse de se renforcer. On a illustré ce contexte avec 3 chiffres. Le premier chiffre, c'est Amazon qui réalise 80% de marge nette grâce au retail média, ce qui en fait la première source de bénéfices. Historiquement, on avait AWS qui est l'activité la plus rentable d'Amazon parmi l'ensemble de ces segments. Et depuis quelques mois, c'est le retail média qui a pris sa place de numéro 1, car il permet de générer entre 70 et 90% de marge nette contre 30% pour AWS. Le deuxième chiffre, c'est par rapport à ces discounts. 80% du chiffre d'affaires de ces discounts est réalisé par des marchands qui font de la publicité. Donc, ces discounts est passé de 0% à 80% en 3 ans. Et si on lit certains articles sur la plateforme, on voit qu'ils comptent bien se rapprocher des 95% dans les prochains mois. Et enfin, du côté de la demande, on a 62% des ventes en ligne dans le monde qui sont réalisées sur des marketplaces. Alors, historiquement, on nous a parlé du fameux 75% en 2022. Ça a été un peu surestimé, mais on a atteint quand même 62% dans le monde.
et on a dépassé les 50% en France. Donc, on s'y dirige. On va passer à la première question. Je vais laisser Andy et Julien répondre. Première question, nous avons beaucoup entendu parler du retail média ces 2 dernières années, c'est vrai. Aujourd'hui, avec du recul, comment les marketplaces ont fait évoluer leurs régies publicitaires respectives concrètement? Avant de rentrer tout à fait dans le concret, je pense qu'il faut rappeler un petit peu ce qu'est le cadre général. Le cadre général, c'est des canaux d'acquisition, des canaux publicitaires qui, de plus en plus, ont tendance à être quelque peu saturés. On trouve le phénomène sur Google, on le trouve sur Microsoft via Bing aussi. On le trouve aussi, et bien sûr, en SMA, et on est confronté en plus sur le social ads à des problématiques qui sont d'ordre de confidentialité de données, de tracking, de comment est-ce que j'obtiens une donnée qui est la plus fidèle possible à ce qui se passe concrètement en termes d'acquisition et de levier publicitaire. Donc, dans ce cadre-là, évidemment, on a tendance à chercher de nouvelles solutions. Le retail média en fait partie. Pour nous, c'est un relais de croissance assez intéressant et très important. Il évolue, finalement, quand on regarde à horizon de 2 ans, assez peu, sur le plan du moins opérationnel. Juste pour rappeler ce qui se passe sur le marché, entre 2019 et 2023, on a une étude qui nous dit qu'on part d'un ROS Amazon Ads qui fait x2 celui de Google en 2019, et on arrive petit à petit à un ROS moyen, donc c'est une étude à l'échelle, un ROS moyen finalement qui rejoint celui de Google sur Q1 2023. Ce qui se passe, c'est la pression publicitaire, la pression des marchands qui vient effectivement tirer vers le bas le retour sur investissement pub. Dans ce contexte-là, nous, ce qu'on souhaite faire, c'est rentrer dans des stratégies, rentrer dans des actions opérationnelles qui sont de plus en plus fines et maîtrisées pour faire en sorte qu'on gagne toujours en rentabilité publicitaire sans finalement se battre à armes égales finalement avec d'autres marchands. Et finalement tirer une rentabilité qui sera supérieure à celle d'autres leviers publicitaires. Pour rentrer un petit peu dans l'opérationnel, je laisserai Andy parler du sujet plus en détail. Pour rentrer un petit peu dans l'opérationnel, sur Amazon principalement, on ne va pas parler que d'Amazon, mais c'est quand même un point important. Je rappelle qu'une recherche produit sur 2 aux États-Unis démarre sur Amazon. On a globalement 3 grands formats de campagne. On a toujours le sponsored product, le format sponsored brands, et puis le sponsored display. Amazon est en train de pousser énormément la vidéo, qui est aussi importante et intéressante, mais qui n'est pas destinée évidemment à faire la même chose qu'une campagne sponsored product, qui elle s'articule autour de la conversion, la vente produit. Donc on a finalement un ciblage et un travail de ciblage qui rejoint peu ou prou celui qu'on avait sur AdWords, c'est-à-dire le Google Ads des années 2010, première moitié des années 2010, avec un réglage assez fin que l'on peut travailler à la fois sur les emplacements que l'on va choisir et bien entendu sur le ciblage mots-clés et le ciblage produit que l'on va pouvoir déterminer. Ça implique peut-être un peu plus d'aspect opérationnel et c'est pour ça justement que chez SteerFox, on a pris le pas très rapidement de maîtriser complètement l'acquisition publicitaire sur les grandes plateformes retail média. Je laisse Andy vous en parler plus en détail. Merci Julien. Alors effectivement, pour compléter ce que nous disait Julien, on va entrer dans quelque chose d'un peu plus concret et opérationnel. On va s'arrêter un instant sur les différences notables, par exemple, entre ManoMano et Cdiscount, et comment les 2 plateformes, sur leur régie publicitaire respective, ont fait évoluer leur régie ces derniers mois et comment les choses évoluent dans les semaines et les mois à venir. On va commencer par ManoMano, par exemple, qui est en train de faire évoluer sa régie vers une sorte de mixte Amazon Google Ads. On a par exemple les sponsor brands qui sont arrivés il y a maintenant presque 1 an, donc empruntés de chez Amazon. Donc ce sont les formats publicitaires bannières dont on parle ici. Il y a également donc les stratégies ACoS Target et les mots-clés automatiques. Donc là, on s'inspire davantage du modèle Google Ads avec des moyens algorithmiques. Donc évidemment, l'algorithme ManoMano et Cdiscount, à titre d'exemple, est beaucoup moins évolué et développé qu'un Google Ads, qu'un Google par exemple, mais on se dirige vers ça dans tous les cas. En termes de nouveautés, pas plus tard qu'il y a 3 mois, ManoMano a lancé un nouvel espace dans leur application appelé Hub Marketing, et en fait qui déverrouille des précieux insights produits et des tendances marché sur le catalogue du retailer, mais aussi au-delà de son catalogue, de voir en fait les opportunités sur des références du même secteur d'activité.
Donc, en fait, ces insights, elles donnent un aperçu, elles donnent des recommandations de ciblage et des recommandations d'actions très concrètes, à la fois sur le catalogue du seller, du retailer, et à la fois des recommandations d'ajout sur des produits qui sont en dehors du catalogue du retailer, mais qui correspondent à son activité, donc des produits qui sont similaires et qui pourraient intéresser le retailer. Donc, en fait, ces insights-là, elles vont nous donner un meilleur aperçu de l'écosystème marketplace et ça va nous permettre d'affiner notre pilotage média. On aura par exemple la connaissance des produits qui montent en tendance sur les tout derniers jours, les meilleures ventes du retailer, les produits qui fonctionnent mais qui sont en rupture de stock récemment. Donc, ça donne des insights à la fois pour le seller, mais également pour la personne qui est en charge de la partie média, donc en charge des campagnes, en l'occurrence nous. On aura également des informations sur les produits qui ont beaucoup de visites, qui sont beaucoup consultés, mais qui ne transforment pas. Donc ça, encore une fois, c'est des informations précieuses dont on peut se servir. Donc ça, c'est pour la partie mano mano. Pour parler un peu de ces discounts, la régie publicitaire, en ce qui concerne ces discounts, est beaucoup moins évoluée que celle de mano mano et Amazon. C'est-à-dire que les capacités d'analyse sont beaucoup plus limitées. La gestion des enchères est beaucoup plus manuelle et chronophage, ce qui oblige à une vigilance accrue. Toutefois, la plateforme évolue rapidement. Il y a eu une mise à jour cet été qui est ultra récente et qui vise à rendre l'interface plus friendly, plus ergonomique, rendant la création des campagnes plus lisible, plus comment dirais-je, compréhensible, le ciblage des produits plus intuitif et rapide, etc. etc. En parallèle, ils ont développé un programme qui est nouveau et qui s'appelle SP+. Bon, on passera sur l'acronyme. C'est une sorte de programme VIP qui, quand il est souscrit par le seller, leur permet en fait d'apparaître dans le top 5 des résultats de recherche sur la catégorie produit de leur choix, en ciblant les mots-clés de leur choix, et ce pendant un mois. Donc, une sorte de programme VIP qui peut être intéressant à développer. Maintenant qu'on a dit ça, qu'on a vu un peu les différences et les évolutions que mettent en place respectivement les deux marketplaces, il y a un point commun à noter et à ne jamais oublier sur ces régies publicitaires, c'est que l'information est éparpillée. C'est-à-dire que l'information, bon, évidemment, l'information, c'est ce qui nous permet de prendre les bonnes décisions stratégiques et de gestion. Quand je parle d'information, là, c'est en termes de data, évidemment. Le problème, c'est que quand les insights sont observables, il faut aller les chercher à droite et à gauche, dans le seller central, dans la régie publicitaire, voire auprès du support technique respectif de la plateforme. Donc, en fait, rien n'est clair. Et parfois, certaines informations pourtant essentielles ne sont pas du tout accessibles. Par exemple, les avis produits. Que ce soit sur Mano Mano ou Cdiscount, on a envie de se dire il est intéressant d'aller capitaliser en termes d'investissement sur les produits qui ont eu une très bonne notation et qui enregistrent beaucoup d'avis. Mais même ça, c'est compliqué à réaliser. C'est là que, en fait, comme le disait Julien, la plateforme SteerFox va jouer son rôle. C'est en cela qu'elle est utile, car nous, ce que nous allons faire, c'est qu'on va capturer et agréger l'ensemble de ces données en un seul endroit et ainsi mieux comprendre les opportunités qui sont devant nous et appliquer ainsi les meilleures actions médias. Ok, bah merci Andy et merci Julien pour cette réponse ultra complète. On a une deuxième question. Je suis présente sur plusieurs marketplaces, Cdiscount, Amazon et d'autres apparemment, mais je n'ai pas encore commencé les campagnes payantes. Quel est le vrai potentiel incrémental par rapport à une simple présence organique? Celle-ci, on l'a eu pas mal de fois. Je pense que ça serait intéressant pour pas mal de monde qui n'ont pas encore activé les campagnes sur les marketplaces. Pour rendre les choses concrètes, je pense que je vais partir d'un exemple bien sûr d'un marchand, d'un e-commerçant qu'on accompagne chez SteerFox. Cet exemple sera bien sûr anonymisé, je vous en parle juste après. Auparavant, je voudrais revenir sur la notion d'incrémental. Quand on parle de potentiel incrémental, il y a la notion de n'existerait pas s'il n'était pas mis en place. Par incrément, on entend le fait que si je ne fais pas d'ads sur Amazon, sur Mano Mano, sur Cdiscount, en fait, je ne vais pas vendre autant, je ne vais pas vendre cet incrément de chiffre d'affaires et de volume. Donc la notion de base, nous on l'a définie comme étant aux alentours, c'est une fourchette très large, mais de 20 à 60%. C'est 20 à 60% du chiffre d'affaires qui n'existerait pas s'il n'y avait pas le volet advertising sur la marketplace en question. Ensuite, il y a un trop grand nombre de facteurs pour qu'on puisse affiner ce chiffre à l'échelle. Les facteurs, c'est
tout simplement la notoriété du marchand en question. Est-ce que c'est un retailer de marque ou plutôt de produits génériques? Est-ce qu'il utilise des solutions de fulfillment, de logistique, via les marketplaces ou bien sa propre logistique? Donc voilà, il y a quand même pas mal de facteurs qui vont entrer en considération pour pouvoir ensuite se dire on peut placer le curseur du chiffre d'affaires incrémental à tant, ou du moins tant de pourcentage. Mais comme je disais, on peut prendre un exemple. On a un e-commerçant qu'on accompagne à la fois sur des leviers traditionnels comme Google, comme Bing ou en SMA, en social ads, et qui fait aussi du Amazon. Pour donner un ordre d'idée, il fait de la décoration, on a un panier moyen à 20 €. On a sur le mois de juillet, par exemple, 22% de son chiffre d'affaires qui est réalisé en ads. Il y a globalement un peu plus d'1 millier de commandes. 24% de ces commandes sont réalisées en ads. Potentiellement, ces commandes-là et ce chiffre d'affaires-là n'existeraient pas tout simplement s'il n'y avait pas d'ads. Mais de plus en plus, et je pense que ça fait sens, on amène nos clients et commerçants à réfléchir en termes beaucoup plus global. On utilise par exemple une mesure qui peut prêter par son acronyme à faire sourire, c'est ce qu'on appelle le TACOS, le Total ACOS, c'est-à-dire en fait tout simplement la part des investissements publicitaires réalisés sur une marketplace dans le chiffre d'affaires global qu'elle a généré. Et ce dont on s'aperçoit, c'est qu'au fur et à mesure du temps, ce total ACOS a tendance plutôt à diminuer. Ce qui veut dire qu'en fait, le marchand, par le simple fait qu'il lève des investissements publicitaires sur la plateforme, aura nécessairement tendance à se faire un peu plus connaître, à faire connaître un peu plus ses produits. Et derrière, à réaliser aussi des ventes organiques qui ne passent pas par la publicité, mais qui n'auraient pas eu lieu si, en first click, par exemple, l'internaute ne l'avait pas trouvé via une campagne publicitaire. Donc, c'est un raisonnement global qu'il faut avoir et se dire qu'on peut espérer effectivement entre 20 et 60% d'incrément de CA si on commence à faire des campagnes publicitaires, par exemple sur Amazon, mais aussi sur d'autres marketplaces. Ok, très bien. Merci, Julien. Troisième question. Cela fait 2 ans que j'évolue dans le secteur du mobilier d'intérieur. J'ai prévu de me lancer sur les marketplaces l'an prochain. Comment prioriser les différentes plateformes, dans les différentes marketplaces, je pense? Alors, c'est une question qui est très vaste, donc on va essayer de la résumer en 4 points principaux, sachant que cette question est évidemment essentielle parce que souvent, quand on commence, on souhaite privilégier la marketplace qui va nous apporter le plus de bénéfices. On est un peu réticent à échouer en démarrage. Donc, je dirais que bon, on va parler des 4 points. Le premier, c'est donc évidemment la compatibilité de la marketplace avec votre catalogue, avec votre offre produit. Parmi les marketplaces disponibles, il s'agirait en fait d'identifier celles qui ont une audience et donc un ADN aligné avec votre offre. L'audience est parfois généraliste. Je pense par exemple à Amazon. Mais à la base, chaque plateforme attire un public entre guillemets différent. C'est le cas pour Cdiscount, Mano, surtout Mano, Vente Unique, Maison du Monde, etc. etc. Le deuxième point essentiel, c'est évidemment de faire un benchmark de vos concurrents habituels sur les marketplaces. Où sont-ils positionnés? Quelles plateformes reviennent souvent dans votre étude? Parce que si votre concurrent, qui a donc un positionnement relativement proche du vôtre, est positionné sur des marketplaces, il y a probablement un intérêt pour vous de vous y intéresser, voire de le suivre. Après ça, il faut également, toujours dans cette partie de benchmark concurrentiel, il s'agit également de regarder la compétitivité tarifaire de vos concurrents par rapport à votre positionnement. Il ne s'agit pas seulement de se dire « Ok, les concurrents sont relativement présents sur telle plateforme et telle plateforme ». Il faut voir si vous pouvez, entre guillemets, les affronter et être en phase 2 en termes de pricing et de compétitivité. Le troisième point, c'est également d'analyser les frais et les politiques. Donc là, en fait, il s'agit d'établir un peu la structure de coûts que vous allez devoir engager dans la plateforme pour pouvoir diffuser dessus. Donc évidemment, il y a la commission. On peut dire que c'est le principal coût. Mais il y a également les frais d'inscription, en sachant qu'il y a aussi parfois les frais pour accéder à la plateforme, à la pub sur la marketplace. Donc en fait, pour ouvrir l'accès à la régie publicitaire. Donc, en fait, mettez en face de cette structure de coûts vos marges et voyez si c'est intéressant ou pas, s'il y a un potentiel ou pas. Et enfin, le quatrième point, évaluer la visibilité et la notoriété de la marketplace. Parce que, évidemment,
le succès de votre position sur la marketplace va aussi dépendre de la confiance des utilisateurs dans cette marketplace. Et ainsi, favoriser la transformation, la conversion, notamment quand on est sur des produits avec des parcours d'achat relativement longs, des gros paniers moyens, et donc beaucoup d'hésitation et de comparaison. Il faut que la marketplace en face soit fiable en termes de délai de livraison, en termes de fiabilité, tout simplement. Oui, j'aimerais bien compléter. Andy, tout à l'heure, tu as abordé la notion de commission et des frais que la plateforme pouvait engendrer. Et là, la semaine dernière, donc tout récemment, Amazon a publié une nouvelle commission qu'ils allaient appliquer auprès des marchands qui n'utilisent pas leur système de logistique. Donc ça fait partie des frais qui ne sont pas vraiment des frais cachés, mais pour lesquels il faut les connaître et il faut être au courant. Parce que même si c'est des frais minimes, ça vient s'ajouter aux frais qui existent déjà. Ouais. En tout cas, au-delà de ces paramètres généraux, à la fin du webinaire, sans trop spoiler, je vous présenterai une vue sur les différentes marketplaces à prioriser en fonction de votre secteur d'activité. Donc là, par exemple, on a eu le secteur du mobilier d'intérieur, mais on aura aussi l'automoto, l'équipement professionnel, etc. Donc, si vous ne retrouvez pas dans cette activité, aucun problème, on en parlera après. Autre question d'un internaute. Mes taux de marge sont plutôt faibles et j'ai peur de ne pas atteindre le niveau de rentabilité escompté. Quel est le niveau d'investissement supplémentaire à prévoir pour faire du retail média ? C'est une question, encore une fois, qui est très large et qui est très complexe à répondre. Donc, on va voir les principaux facteurs là encore. Plusieurs facteurs peuvent s'entremêler, comme les concurrents, la pression concurrentielle, votre panier moyen, la situation du marché, le niveau de consommation en ce moment, la demande, et également la taille du catalogue. Parce qu'évidemment, on va en général dépenser plus lorsqu'on a un gros catalogue que lorsqu'on a un petit catalogue. Mais encore une fois, c'est mêlé avec beaucoup d'autres facteurs à prendre en considération. Je dirais que le bon niveau d'investissement, c'est celui qui vous permet d'être rentable, tout en développant votre potentiel de chiffre d'affaires. J'ai l'exemple d'un annonceur qui est chez nous. C'est très concret. Donc, encore une fois, c'est anonyme, mais ça permet de projeter les gens qui nous écoutent. Cet annonceur, il est sur outillage et consommable, avec un catalogue de plus de 10 000 références. Donc, gros catalogue. Et tout ce qui est outillage est en général très concurrencé au niveau des marges et au niveau du nombre de concurrents qu'il y a en face. Et on a des marges en moyenne inférieures à 10%. Donc, très, très compliqué. Donc, de prime abord, quand je vous dis ça, l'idée d'aller sur une marketplace paraît impossible dans ces conditions. Nous, ce qu'on lui a proposé, c'est de partir sur Mano Mano et de partir sur un échantillon réduit de son catalogue, en ciblant uniquement les marges qui étaient supérieures à 25%. Donc, des marges beaucoup plus intéressantes que la médiane, la moyenne de son catalogue. Donc, évidemment, on va diffuser sur une part et un échantillon plus réduit de son catalogue, mais c'est voulu. C'est chercher du chiffre d'affaires là où on peut en faire et là où il est possible d'être rentable. Aujourd'hui, ça fonctionne. Il est encore sur Mano Mano et il arrive à se développer. Donc, tout ça pour dire qu'on peut le faire même avec un catalogue et des marges assez comprimées. C'est possible de trouver des alternatives. Je me permets d'ajouter qu'on est chez SteerFox aussi, on a un rôle de conseil. Il nous est arrivé, y compris récemment, pour certains marchands, de déconseiller en fait le levier publicitaire de façon générale sur les marketplaces, qu'il s'agisse d'Amazon ou d'autres, tout simplement parce qu'il n'y avait pas la place pour absorber effectivement le système de commissionnement des marketplaces qui doit être vraiment considéré dans son entièreté, dans sa globalité, avec à la fois, Andy l'a rappelé, mais aussi des charges fixes, mais aussi des charges variables et commissions qu'il faut bien entendu prendre en considération. On utilise, lorsqu'on travaille avec nos consultants sur Amazon, sur Mano Mano, on utilise l'ACOS que j'ai évoqué tout à l'heure, et on n'a plus comme métrique phare le ROAS comme on va le trouver sur Google par exemple. C'est en fait tout simplement l'inverse du ROAS. Donc l'ACOS, c'est 1 sur ROAS et on va chercher en fait par ce biais-là à plus mettre en valeur comment est-ce qu'on peut justement absorber les commissions et les frais fixes d'Amazon, par exemple, lorsqu'on va réaliser une vente. J'aimerais juste prendre un petit exemple qui va être chiffré, donc potentiellement
assez ennuyeux, mais qui pourra parler beaucoup plus à ceux dont les maths et le dada. Je prends un exemple très simple. J'ai un prix de revient de 30 € sur des produits, on parle hors taxe, je les revends 40 €. Donc, j'ai ce qu'on appelle un taux de marque à 25%, ça fait un taux de marge de 33%. On est rentable en SEA et en social ads à partir de 4 de ROAS. Et donc, nécessairement, 1 sur 4, on est à 25% d'ACOS maximum. Le coût de la vente, le coût publicitaire de la vente doit être maximum de 25%. Là-dedans, il va falloir que je retire mes 15% de commission sur la vente, ce qui est souvent, notamment sur Amazon, le cas. On est à 15,45, je crois, de mémoire. Et donc, on peut se permettre d'avoir un ACOS publicitaire de 10%. Et donc, dans le cas que je viens d'évoquer, par exemple, un CPA, un coût par action, un coût par vente à 4 € pour rester rentable. C'est largement faisable. Compte tenu, par exemple, du niveau des CPC qui sont courants sur ManoMano, sur Amazon, on peut tout à fait se permettre d'avoir un coût par vente de 4 € maximum. Et donc, on a là à la fois absorbé les charges, les commissions d'Amazon, par exemple, et derrière, on reste rentable. Et après, à nous, et c'est notre métier, bien entendu, au quotidien, de faire baisser ce CPA. Ok, merci Andy, merci Julien. On a une autre question. J'ai un site e-commerce et plus de 3 canaux de vente marketplace. Je distribue 8000 références au total sur mon site, donc on n'est pas loin de l'exemple qu'on a pris tout à l'heure. Comment savoir quel produit pousser et sur quel canal? Je fais juste une petite intro parce que Amazon pousse beaucoup en ce moment la notion de retail readiness et je l'ai vu passer aussi sur d'autres marketplaces. Retail readiness, les produits prêts pour la vente au détail. Ce qui est conseillé là-dedans, c'est un ensemble effectivement d'attributs qui vont être optimisés pour la vente au détail. On parle d'avoir un bon prix, d'avoir un stock suffisant, d'avoir un produit qui soit bien noté et dont le nombre d'évaluations est suffisant. Je crois qu'Amazon parle de 15 évaluations minimales. On a aussi la nécessité d'avoir une fiche produit optimisée, potentiellement du contenu à plus, etc. Quand on a déjà effectivement ce produit qui est prêt pour la vente au détail, on sait qu'on va pouvoir le pousser. Ensuite, entre en considération d'autres paramètres sur lesquels je laisse Andy revenir. Oui, tout à fait. On va voir ces paramètres. Et en fait, la question qui nous est posée ici, elle se pose à la fois sur les marketplaces, mais également finalement sur le social ads, sur Google notamment. Toute la question, c'est d'arriver à identifier l'échantillon moteur dans son catalogue et après aller de façon plus granulaire sur les produits qui ont un potentiel selon plusieurs critères business, selon la saisonnalité, selon les marges, etc. Donc, pour répondre de façon structurée, la première chose, c'est d'examiner vos données de vente actuelles, donc sur la partie organique. Car là, la question qui est posée, dans le contexte, on peut supposer que la personne est donc déjà sur les marketplaces, mais qu'elle ne fait pas encore de retail média. Donc, elle dispose déjà de données de vente dont qu'elle va pouvoir analyser. Et ainsi, elle va identifier facilement ceux qui ont du succès en termes de produits, ceux qui en ont moins. Ça donne déjà une idée initiale des tendances, des préférences des clients pour chaque plateforme. Et pour chaque plateforme, parfois, il y aura des nuances et des différences. J'y reviens là-dessus avec un exemple concret. Deuxièmement, étudier la structure des coûts par rapport à vos marges, notamment si le catalogue est aussi volumineux que dans cet exemple. Et donc, probablement que les marges seront variées. C'est rare qu'avec 8000 produits, on a des marges homogènes. En général, il y a toujours des différences, comme pour la question précédente d'ailleurs. Troisième point, c'est rester en alerte sur les tendances saisonnières, les événements spéciaux qui peuvent être organisés par les places de marché ainsi que les programmes respectifs qui peuvent être proposés. Tout à l'heure, on a évoqué le SP+, pour ces discounts. C'est là encore quelque chose pour lequel il faut rester en veille. Plus largement, il convient aussi de ne pas se limiter d'entrée de jeu, de ne pas se dire « Ok, je vais forcément diffuser sur 5% de mon catalogue », mais aussi au départ d'ouvrir un peu le jeu. Parce que la philosophie au-delà de ça, c'est en digital comme en marketplace, la règle d'or, c'est d'expérimenter, c'est de tester, d'itérer en fonction des résultats et ainsi vous évaluerez l'efficacité de chaque canal pour chaque produit. Je vais donner un exemple très concret pour terminer sur cette partie-là. On a un annonceur chez nous, ameublement et décoration. On s'est rendu compte, par exemple, en termes de différenciation et de singularité pour chaque plateforme, que les meubles de rangement, d'armoire, meubles de salle de bain marchaient beaucoup mieux sur ManoMano que sur ces discounts. À l'inverse, tout ce qui est table basse, meubles TV, lit pour enfants, bureaux, marchent beaucoup mieux sur ces discounts que sur ManoMano.
Voilà, c'est le genre de différence qu'on peut retrouver. Ok, super intéressant, merci Andy. Question suivante, j'ai des campagnes Google Ads principalement en PMax, donc en performance max, et il n'y a pas vraiment d'équivalent sur les marketplaces. Quelle est la clé du succès au niveau du pilotage des mots-clés? Alors, c'est marrant qu'on ait cette question-là parce que je lisais récemment des articles de Miracle qui a lancé en 2023 sa solution de régie pub, de monétisation d'audience sur les marketplaces. Et Miracle nous parle effectivement d'une solution en self-service avec un modèle performance max, c'est-à-dire le marchand arrive, il clique sur 3 boutons et ses produits sont déjà en annonce sponsorisés quelque part sur la marketplace. C'est comme pour performance max. Je pense que faire confiance aveuglément, c'est préjudiciable de toute façon. Et donc, potentiellement, il y a la place pour continuer à mettre les mains sous le capot et regarder ce qui se fait en détail sur chaque campagne. Quand on regarde justement dans le détail, si on va par exemple sur Amazon et sur ManoMano, on a du ciblage automatique ou du ciblage manuel. C'est-à-dire qu'on peut considérer que, comme sur le modèle des DSA Google, je pense que ça parlera aux gens qui nous suivent, comme sur le modèle des DSA, on peut avoir une fiche produit optimisée avec sa propre sémantique. Amazon regarde un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur et nous positionne sur les termes de recherche qui lui paraissent les plus en adéquation. On peut aussi faire du ciblage aux mots-clés en manuel. C'est évidemment plus long. Et là, ce qu'on va faire, évidemment, c'est de jouer, d'ajuster ce qu'on appelle les types de correspondance, où on retrouve du mot-clé exact, de l'expression exacte, et puis, pour ce qui est d'Amazon spécifiquement, du mot-clé large. On ajuste, nous, tous ces paramètres suffisamment finement pour ne pas tout laisser faire à l'algo. L'idée étant qu'on a des algos qui sont certes très perfectionnés sur Google, qui fonctionnent relativement bien. On s'aperçoit que parfois, le mode manuel fonctionne beaucoup mieux. C'est exactement la même chose pour ce qui est du ciblage automatique sur Amazon, par exemple. On s'aperçoit aussi que quand on travaille en manuel, c'est certes plus laborieux, mais c'est aussi beaucoup plus rentable in fine. On peut aussi se dire qu'on a des stratégies parfois hybrides sur lesquelles on va laisser faire en mode DSA et puis on va faire de l'écrémage au fur et à mesure qu'on avance dans le temps. On va affiner tout simplement la pertinence du ciblage mot-clé. Ok, top. Merci Julien pour la réponse. Question suivante, il me semble que c'est l'avant-dernière question. Vais-je pouvoir piloter le budget de mes campagnes marketplace de la même façon que sur les moteurs de recherche? Et est-ce qu'il y a des différences sur la gestion budgétaire à prévoir? Alors la réponse est non. Le pilotage des campagnes et a fortiori des budgets n'est pas le même entre les moteurs de recherche comme Google et Bing et les marketplaces. Sur Google, le smart bidding, donc les stratégies d'enchères intelligentes vont être beaucoup plus privilégiées parce que, encore une fois, on en revient au premier point au début, c'est que les algorithmes Google sont beaucoup plus développés que ceux des marketplaces. Autre différence, c'est que les budgets sur Google peuvent être dépassés jusqu'à 2 fois celui indiqué et désiré, selon les opportunités que l'algorithme va détecter. Le temps qu'on va passer sur Google va être essentiellement sur la segmentation, sur la structuration des campagnes en termes de produits, plus que sur le budget en tant que tel. Là où sur les marketplaces, on va certes passer du temps sur la segmentation et la structure des campagnes produits, mais il y aura aussi beaucoup plus de temps de gestion alloué sur la maîtrise des enchères, car comme le disait Julien, il y a beaucoup de manuels. Et la différence également avec Google, c'est que les plafonds de budget, eux, sont respectés contrairement à Google. Donc en fait, la différence, pour répondre très simplement, elle est simple, c'est le temps de gestion à consacrer. Ok, super. Merci Andy pour la réponse. Amazon vient d'annoncer une nouvelle édition des Prime Day, qui aura lieu au mois d'octobre, au dernier trimestre, c'est ça. Les CPC vont-ils augmenter avant et ou pendant l'événement? Alors effectivement, évidemment, plus la demande est forte, plus les CPC augmentent, c'est le principe même de l'enchère. Ce qu'on constate sur les Prime Day, par exemple, comme sur le Black Friday, c'est que sur la journée même de démarrage, on va avoir effectivement des CPC qui ont tendance à s'envoler. Ce qui est fort intéressant aussi de constater, c'est qu'ils ont ensuite une certaine... Ça met un certain temps, il y a une certaine inertie pour que ces CPC redescendent post-événement. Donc c'est intéressant de le considérer. Dans son entièreté, là aussi, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, il faut considérer que sur un Prime Day, vous avez des taux de conversion qui ne sont pas du tout les mêmes que lors de périodes creuses. Donc, si on a des CPC plus chers, mais que c'est compensé tout simplement par des taux de conversion bien meilleurs, pourquoi pas payer le prix et
et se donner l'opportunité tout simplement d'aller chercher ces belles conversions qui sont incrémentales là aussi. Pour ce qui est de, c'est comme sur tous les leviers publicitaires, pour ce qui est de quel est le bon niveau de CPC, je pense qu'il y a la data, il y a l'analyse de l'historique, et que tout ça se fait souvent en coordination chez nous avec nos consultants. On regarde un petit peu dans le rétro, qu'est-ce qui s'est passé l'année dernière, qu'est-ce qui s'est passé sur tel événement qui nous a précédé, quel est le contexte marché, et derrière, on se dit qu'effectivement, on devrait arriver à peu près à tel niveau de CPC et les garder pendant telle période de temps. Je rappelle juste sur le plan opérationnel que sur Amazon, par exemple, on a la possibilité d'ajuster automatiquement ces enchères, qu'il s'agisse de hausse ou de baisse. On peut donc fixer des plafonds pour la hausse. Donc, je détermine que mon CPC max est à 1 €, mais je laisse à Amazon la capacité tout simplement d'aller chercher 100% de ce 1 € si jamais on était dans une très forte période. Et pour clôturer là-dessus, on a, comme sur Google, avec son ajustement de saisonnalité, on a la capacité, par exemple, de dire à Amazon, si tu as des métriques qui surperforment mes objectifs, typiquement un ACOS qui est plus bas qu'un certain seuil, ou un ROS qui est plus haut qu'un certain niveau, eh bien, je te laisse je te laisse aller chercher plus de budget pour diffuser plus souvent mes publicités, vu que tu as atteint un certain niveau d'objectif. On l'a testé souvent. Ça marche bien des fois, ça marche moins bien parfois. Je rejoins ce que disait Andy, ce ne sont pas des algos qui sont parfois aussi perfectionnés que ceux de Google, par exemple, mais ça permet finalement de ne laisser passer aucune opportunité sans passer un temps de gestion incroyable sur son compte. Super, merci Julien. Et enfin, la dernière question, on va essayer d'être rapide puisqu'on doit laisser la place au prochain. Quelle est votre vision sur l'évolution des marketplaces dans les années à venir et de la place du marchand dans tout cet écosystème? Bon, je pense que vous serez déjà convaincus à la lumière des réponses qu'on a apportées, mais pour nous et pour les e-commerçants, la place de la marketplace est centrale dans les années à venir parce qu'elle l'est déjà aujourd'hui. On l'a rappelé en début de session, mais juste un chiffre. Il y a 2 ans, pour la première fois dans l'histoire, Amazon est passé devant Google en matière de recherche pour un achat en ligne aux États-Unis. Donc, ça veut dire que les utilisateurs ont une intention d'acheter. Les utilisateurs qui ont une intention d'achat s'orientent de plus en plus vers les marketplaces au détriment de Google. Et même si l'IA avec ChatGPT et Bard de Google et Bing va probablement un peu rabattre les cartes en 2024, il y aura toujours une séparation cruciale et importante à garder en tête pour les années à venir. C'est que Google est une plateforme de recherche. La marketplace, elle, est une plateforme d'achat. Donc, si vous n'avez pas pris le virement vers les marketplaces, prenez-le maintenant, car c'est l'avenir. Merci Andy, et en plus dans les temps. Alors, pour terminer, déjà, je voulais remercier Andy et Julien d'avoir répondu aux questions des marchands. Maintenant, comme je l'ai dit, on va diffuser le classement des top 3 leviers d'acquisition par secteur. C'est une information que l'on a déjà partagée, mais que l'on ne cesse de faire évoluer avec une mise à jour à peu près à chaque semestre, parce que les leviers ne sont pas les mêmes, parce que justement, on voit qu'il y a les marketplaces qui prennent de plus en plus de place. Je voulais juste préciser que pour l'équipement professionnel, parce qu'on a déjà eu des questions auparavant, on englobe les entreprises de services qui ont des besoins matériels. Donc, par exemple, si vous êtes dans un secteur spécifique comme la vente de matériel médical en ligne, vous ne rentrez pas dans cette case-là et bien sûr, ce ne sera pas exactement le même fonctionnement avec les mêmes marketplaces. Voilà, je vous laisse éventuellement faire une capture d'écran si vous voulez un peu plus tard la revoir un peu plus en détail. Et enfin, voilà, je voulais vous remercier une dernière fois et vous encourager à nous contacter, soit si vous avez d'autres questions auxquelles on n'aurait pas eu le temps de répondre, soit si vous voulez aller plus loin et obtenir des conseils ou un plan d'action sur votre stratégie d'acquisition e-commerce. Merci à tous. Super, merci à tous les trois. C'était vraiment hyper enrichissant, je pense, pour les marchands qui nous regardaient. Vous avez toutes les informations de nos intervenants dans le chat, donc n'hésitez pas, comme l'a dit Maë, à les contacter si vous avez d'autres questions par la suite et vos questions également qui ont été posées, puisque malheureusement, nous sommes pris par le temps et nous n'allons pas pouvoir y répondre. En tous les cas, merci beaucoup à tous les trois. Et puis, pour ceux qui nous regardent, restez connectés. On se retrouve dans 5 minutes pour une nouvelle conférence. Merci encore.
Merci beaucoup. Merci à tous. Merci beaucoup.